Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nouveau Départ Nouveau-Brunswick. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire cette vidéo avec Alexandre. Bonjour Bonjour. Alexandre. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre, je vais prendre juste quelques petites minutes pour t'introduire. Puisqu'en fait, moi, je t'avais déjà vu lors d'un reportage avec M6, où justement tu parlais du Nouveau-Brunswick, tu parlais de votre parcours en fait avec ta famille. Et voilà, c'était la première fois, je dirais, qu'on voyait quelque chose, en tout cas un reportage où on parlait d'autre chose que de Québec. Et là, c'était vraiment très intéressant. Donc, voilà, juste pour recadrer un petit peu. Donc là, on va faire un témoignage, une vidéo témoignage sur ton parcours, sur tes défis, sur voilà, enfin, tout ce qui concerne un peu ton immigration. Je vais déjà te laisser te présenter ton parcours. Oui, donc moi c'est Alexandre, j'ai 44 ans, donc j'ai immigré au Nouveau-Brunswick il y a maintenant 3 ans et quelques jours. Donc on est arrivé avec mon épouse et mes deux filles qui ont maintenant 13 et 15 ans. Donc c'est à peu près tout pour rester pour l'instant sans rentrer dans le détail. D'accord. Donc, tu es arrivé il y a 3 ans. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Nouveau-Brunswick? Alors, en fait, au début, dans nos démarches, c'était vraiment de pouvoir partir de la France. C'était ça le but au tout début. Moi, je ne me reconnaissais plus dans la façon de vivre. On habitait en Île-de-France, donc le rythme de vie ne nous convenait plus du tout. Et puis, on a commencé à regarder un petit peu les pays. On avait eu la chance de voyager pas mal quand on était en France, dans pas mal de pays dans le monde. Et puis, c'est vrai que le Canada avait retenu un peu notre attention au niveau de la qualité de vie, surtout familiale. Et finalement, pendant nos recherches, beaucoup sur Internet, et puis après, des salons qu'on avait faits où était présent notamment l'ambassade du Canada, on a eu la chance de rencontrer les représentants du Nouveau-Brunswick qui nous ont présenté d'abord leur province et qui proposaient aussi, il ne faut pas se le cacher, un programme attrayant pour nous, Français ou francophones. C'est qu'il proposait un parcours qui durait à peu près 1 an dans les grosses lignes, à la fin duquel on avait la fameuse résidence permanente. Donc, c'est quand même un gage de garantie quand on part dans un pays étranger, c'est de savoir, OK, est-ce qu'on a quand même des chances de rester là-bas? Est-ce que l'immigration ne va pas nous dire à un moment donné, OK, voilà, maintenant vous êtes au bout de vos visas. Donc, nous, c'était vraiment de décider de partir et de s'installer dans la durée. Donc, c'est surtout ça qui avait retenu notre attention. D'accord. Donc, quand vous êtes arrivé dans le cadre d'un programme. Oui, tout à fait. À l'époque, c'était le programme des candidats au Nouveau-Brunswick. Donc, pour être éligible de mémoire à l'époque, il fallait qu'au moins un des deux qui postulait dans le dossier soit Bac+2. Et puis après, ils prenaient en considération pas mal de choses. De toute façon, ils cherchent des francophones qui sont dans nos âges, on va dire entre 25 et 45 ans, donc avec des enfants, parce qu'ils veulent dynamiser la province et ils ont besoin de 109, Ouais. et notamment des francophones. Donc, on rentrait pile dans ce schéma-là. D'accord. OK. Donc là, en arrivant ici, vous aviez déjà la résidence permanente. Oui, tout à C'est fait. ça? OK. C'est tout ce qu'on avait. Et comment ça s'est passé? Comment s'est passée votre installation? On était arrivé, donc c'était le 1er août, il y a 3 ans. Donc, on est arrivé avec, ouais, je me rappelle, on devait avoir 5 ou 6 valises, notre chien, nos 2 enfants, et on est arrivé à Montréal. Donc, on a loué une voiture. Et puis, on a roulé jusqu'au Nouveau-Brunswick. On était d'abord hébergé dans un chalet. Donc, juste pour replacer dans le contexte, quand on arrive le 1er août, la rentrée des classes, elle est aux alentours du 3 septembre. Donc, on savait qu'il fallait qu'on trouve de quoi se loger, préparer la rentrée de nos filles, donc avec les fournitures scolaires, achat de voitures. Donc, il y avait des gros défis. Mais voilà, on était quand même tellement déterminés que ça ne nous a pas posé tant de problèmes que ça. Et puis ça faisait vraiment partie
de l'excitation de l'aventure. Donc, c'était bien. Ouais. Oh oui, non, mais c'est sûr que ça donne. Bah, tout ça, c'est un challenge là. Donc, vous aviez un mois pour faire tout ça. Donc, ça a été un gros défi aussi à relever. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis que vous avez dû relever quand vous êtes arrivé ici? Ah oui, forcément, hein. Bon, même si c'est une province bilingue, il y a quand même la barrière déjà de la culture différente. On n'a pas les mêmes repères. On recommence. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on recommence une vie à zéro, hein. C'est comme si on quittait le domicile de nos parents et à 18 ans et on dit, OK, ça y est, on se lance dans la grande vie. Sauf qu'en plus, on ne peut vraiment pas se foirer parce on a nos enfants avec nous. Donc, les défis, ben, ouais, c'est déjà de bien s'intégrer ici, de prendre ses repères au niveau des différents achats. Tout est différent. Quand on est en Amérique du Nord, il faut penser que l'électricité, c'est pas pareil qu'en France, que les constructions ne sont pas les mêmes, la nourriture n'est pas forcément la même, des choses toutes bêtes, mais les fournitures scolaires ou des outils ou n'importe quoi, dès que vous allez faire quelque chose, c'est comme si vous deviez tout réapprendre. Bon, aujourd'hui, on est quand même en 2020, donc on a beaucoup d'aide au niveau d'Internet. Et puis, les gens aussi ici sont vraiment très, très, très accueillants et nous aident vraiment pour qu'on n'ait pas trop de galères à s'installer. Mais ouais, je dirais qu'il n'y a pas un défi à proprement parler, mais plutôt une quantité infinie de petits défis au quotidien. Ouais, non, c'est intéressant ce dont tu parles par rapport à la scolarité, en tout cas, voilà, aux dénominations. Je pense que c'est surtout ça, en fait, les noms qui sont différents ou par rapport aussi à l'alimentaire. Est-ce que tu aurais un exemple, est-ce que tu aurais ou une anecdote, enfin voilà, quelque chose qui t'est arrivé sur ces éléments-là, sur Ah, mais il y a cette plein de partie-là? choses. Ouais. Il y a vraiment plein, plein de choses. C'est vrai que quand on se retrouve avec des listes de fournitures et là, on se dit, OK, avec des mots très particuliers, des dénominations auxquelles on n'est pas du tout habitué, on se dit, OK, là, on a l'air vraiment d'imbéciles dans un magasin obligé de demander, mais ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Parce que c'est vraiment des nomenclatures qui ne sont pas du tout pareilles que celles qu'on avait en France. Puis c'est vrai qu'il y a même moi qui aime bien bricoler, quand je veux faire des transformations dans ma maison, je veux dire, OK, je veux faire un trou dans un mur. Ouais, ben, c'est pas des murs comme en France. Ici, c'est des maisons en bois, donc c'est sur des montants en bois. Donc, si tu veux pendre quelque chose à ton mur, ne t'amuse pas à le pendre sur du plâtre parce que ça va tomber. Donc, il faut que tu recherches le montant de bois qui est derrière. Donc, c'est des petites anecdotes, mais c'est des petites choses comme ça. Quand on arrive, on dit, OK, et comment je le trouve, le montant, puisqu'il est derrière mon mur. Et là, on t'explique, ben ouais, tu as un détecteur de montant, tu le passes comme ça, et quand ça sonne, c'est que ton montant, il est là. OK, maintenant je le sais. Donc, c'est vraiment plein de petites choses comme ça au quotidien qu'on réapprend. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est ça. C'est comme tu le dis, c'est le fait de revenir. C'est un peu comme, effectivement, j'aime bien cette image-là, se dire qu'on quitte chez ses parents puis qu'on recommence quelque chose. C'est tout à fait ça. Justement, pour tes enfants, elles ont quel âge, tes filles déjà? Alors, elles ont aujourd'hui 13 ans et 15 ans. D'accord. Donc, elles sont scolarisées à Dieppe. Comment ça se passe pour leur scolarité? Comment ça s'est passé aussi, l'intégration et le changement? Alors, il y a eu pas mal de défis à relever pour elles. Bah, déjà, de recommencer, c'est pareil, à zéro au niveau de leur tissu social, hein. Mhm. Au niveau relationnel, il a fallu qu'elles recommencent à zéro. Donc, d'abord, ça a été de se faire des nouveaux Mhm. copains, copines, de s'adapter à la langue, même si les enseignants parlent français, c'est un français qui n'est pas pareil que celui qu'on parle en France. Donc, il y a beaucoup d'expressions, comme on dit, chiac ici, hein, qui sont ni plus ni moins qu'un mélange de français et d'anglais ou de vieux français. Donc, déjà, oui, ça a été pour elle déjà d'apprendre
à pas corriger les autres au niveau du français. On leur a expliqué, voilà, ici, c'est comme ça qu'on parle. On ne peut pas dire à la maîtresse ou au prof, voilà, non, là, ça ne se dit pas comme ça, puisque ça serait irrespectueux. Donc, sinon, je pense que ce qui est au niveau de l'école, l'avantage ici par rapport à la France, c'est qu'il y a déjà nettement moins de pression au niveau des attentes de résultats. Et en plus, il y a vraiment tout est fait pour l'encadrement et l'épanouissement de l'identité, de la personnalité. C'est plus ça. Il n'y a pas de devoir. Ça, c'est bien pour les enfants, c'est bien aussi pour les parents, parce que c'est vrai que quand on se projette un petit peu en arrière, on se disait, OK, quand tu finissais le travail, si tu travaillais en horaire administratif, tu rentres à la maison 5h30, 6h, et que là, tu te dis, OK, là, il y a encore 1 heure et demie de devoir. Tu te rendais compte que finalement, toi, tu n'avais pas du tout de temps pour toi. Et là, donc, elles finissent l'école à 15h en général, ou voire 16h. Elles ont quand même encore une bonne partie d'après-midi. Elles n'ont pas de devoirs à faire. Donc, c'est aussi ça aide aussi à ce qu'elles aiment un petit peu plus l'école ici que par rapport à la France. Et puis, je trouve que la meilleure façon de notre expérience, hein, je n'ai pas Bien de sûr. conseils à donner à tout le monde, mais la meilleure intégration possible, c'est par la pratique des activités sociales ou sportives, en fait. Donc, Capucine, très rapidement, s'est mise à jouer à la ringuette, hein, qui est l'équivalent du hockey, mais pour les filles. Et puis, c'est pas du tout la même chose, mais c'est sur la glace, c'est avec un bâton et avec un anneau. Donc ça permet et pour nous et pour elles de s'intégrer dans un groupe de copines, et ça, c'était vraiment bien. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que ça leur a fait comme un déclic. Elles se sont dit, OK, maintenant, ça y est, on fait partie de la communauté, on fait partie des gens d'ici. Donc, ça a beaucoup aidé. Ok. Donc, pour les enfants, ça a été les activités sportives, puis l'école, ça a aidé sur l'inclusion. Mais vous, en tant qu'adulte, qu'est-ce que vous avez fait justement pour favoriser votre inclusion, pour développer votre réseau? Enfin, tu sais que le réseau, c'est le mot-clé ici, là. Comment vous avez fait ça, toi et ton épouse? Ouais, alors au début, c'est vrai qu'on était très concentré sur le fait qu'on réussisse en tant que famille à relever les défis à notre niveau, c'est-à-dire qu'on soit confortable, qu'on puisse vivre de manière confortable en trouvant du travail. Ça, c'était les priorités. Et après, effectivement, travailler sur le réseau, c'est important, mais ça vient presque naturellement parce qu'à partir du moment où on travaille, à partir du moment où les enfants ont des activités sportives, on rencontre des parents, on parle de plus en plus avec des gens. Et puis, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus ouverts ici, on discute beaucoup plus facilement. Donc, du coup, ça aide beaucoup. Après, c'est vrai que c'est comme pour tout dans la vie, c'est des rencontres et des fois, le réseau, c'est vrai que c'est indispensable, mais des fois, il suffit de rencontrer une seule personne. Ouais. Et si c'est la bonne, elle va pouvoir nous aider à nous développer peut-être professionnellement ou nous donner des bonnes astuces. Donc, c'est vraiment ne pas avoir peur de communiquer avec les gens, de poser des questions. Et puis, encore une fois, comme on a vraiment beaucoup de choses à réapprendre, voilà, ça va être beaucoup de curiosité et puis ouais, ne pas avoir peur d'avoir l'air bête en posant une question qui pourrait paraître évidente. Mais c'est vrai que ne serait-ce que la différence entre le système métrique et le système impérial Ouais. qu'ils utilisent encore beaucoup ici, des fois, quand ils nous disent, OK, bah là, il faut que tu restes à 3 pieds. Je dis, ouais, OK, là, parle-moi en mètres ou en centimètres, parce que les pieds, sinon, moi, je vais te faire des pieds et puis on ne va pas arriver à la bonne distance. Donc, voilà, le réseau permet justement de passer tous ces petits défis qu'on a au quotidien. Mais encore une fois, il faut pas trop, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. C'est bien de connaître des gens, mais il ne faut pas à tout prix courir, à mon avis, après les gens pour compter sur eux pour nous donner du travail. Il faut aussi se retrousser les manches et puis y aller et savoir recommencer petit parce qu'on arrive dans une province qui ne reconnaît quasiment aucun de nos diplômes. Donc,
que vous soyez docteur, que vous soyez pompier, que vous soyez charpentier, plombier, il faut savoir que les diplômes que vous avez eus en France ou en Europe, ils ne seront pas valables au Nouveau-Brunswick dans beaucoup, beaucoup de corps de métier. Donc, ça veut dire que il faut se remettre à retravailler et puis pas être trop exigeant sur le niveau de rémunération et puis sur le secteur d'activité qu'on recherche. Mm. Donc, toi, personnellement, tu as dû recommencer du début. Enfin, qu'est-ce que tu as dû faire finalement? Ah ouais, moi j'ai quitté Air France donc il y a un peu plus de 3 ans. J'étais pompier là-bas, même si j'avais des études dans le tourisme et que j'avais travaillé pour la compagnie à d'autres niveaux. Quand je suis arrivé ici, ouais, ok, c'est bien. Tu es pompier, ouais. Est-ce que tu veux être pompier? Oui, ok, tu t'inscris, tu vas faire 2 ans de formation que tu vas te payer. Et là, peut-être qu'on verra si on peut te prendre en tant que pompier. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ont des diplômes et qui ont eu la même difficulté. Donc, moi, je suis, dès le mois d'octobre où on est arrivé, je suis allé mettre des cartons dans les camions du PS, payés au salaire minimum. Donc, ouais, quand on a plus de 40 ans, on se dit, OK, ça fait un peu bizarre. Mais bon, voilà, on fait ça et puis on rencontre des gens et puis on continue à regarder à côté. On trouve d'autres opportunités, donc on change de travail. Il faut savoir ici que les gens changent de travail très, très, très facilement. Donc, le marché du travail est quand même assez actif et on peut facilement démissionner ou retrouver du travail. Mais voilà, donc ça a été UPS, ça a été livrer des journaux pour aussi, pareil, pour gagner un petit peu d'argent et dire de travailler. Après, ça a été Air Canada et puis j'ai fini pour travailler pour la province, les alcools du Nouveau-Brunswick. Ok. Ça, c'est le poste que tu occupes aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Super. Et ta femme, elle a trouvé un emploi tout de suite dans son secteur, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Oui, Elle a trouvé très rapidement, mais encore une fois, quand elle cherchait du travail, ça se fait tout par Internet maintenant. Elle a regardé les annonces et puis, par erreur, elle en a retenu une et elle a été appelée. C'était pour un call center, donc une centrale d'appel. Elle voulait pas faire ça, mais ils lui ont dit ouais, essayez quand même, c'est pas trop mal payé. Elle a dit bon, on va pas faire les difficiles. Elle y est allée et puis finalement, son profil professionnel, puisqu'elle est business analyst, avait déjà intéressé les recruteurs et ils avaient dans l'idée de lui proposer autre chose. Donc, elle est restée pendant un mois et demi dans le centre d'appel et rapidement dans cette même société, elle a évolué. Donc, elle est passée business analyst. Et puis, 1 an et demi plus tard, elle a été recrutée par le service Nouveau-Brunswick, pareil en tant que business analyst. Ok. Oui, donc il y a un petit peu cette espèce de transition qui peut exister là, qui peut être plus ou moins longue avant vraiment d'arriver à quelque chose de stable et puis qui corresponde bien. Ouais, c'est ça. Et puis, je dirais, il faut absolument pas s'identifier à qui que ce soit quand on a un projet d'immigration. Notre expérience va être totalement différente de l'expérience de la famille d'à côté qui est peut-être arrivée la même année, dans les mêmes conditions. On ne peut pas comparer. Il y a des gens qui vont trouver du travail tout de suite. Il y en a qui vont quasiment jamais trouver de travail. Il y a des gens qui vont être arrivés dans d'autres circonstances, avec d'autres visas. Et avec le Covid, on a des amis français qui sont arrivés avec un autre permis d'immigration. Et on a appris il y a quelques jours que malheureusement, ils étaient obligés de rentrer en France parce que ils ne pouvaient pas trouver de travail parce que leur permis de travail était un permis fermé, une autorisation fermée. Et malheureusement, ils ont été obligés, au bout de peut-être 1 an et demi, de retourner en France. Et puis, voilà, il y a des gens qui choisissent après s'être installés au Nouveau-Brunswick, de ne pas avoir trouvé de travail, de changer de province. Donc, je pense qu'il faut vraiment… si on est déterminé, on va y arriver. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais il ne faut pas croire qu'on va tout nous donner. On arrive ici, on nous a fait venir ici, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont nous trouver du travail, qui vont nous aider à manger, qui vont nous aider à acheter une maison. Il faut avoir les idées bien claires là-dessus.
on part dans un pays étranger ou on arrive dans un pays étranger et c'est à nous de nous débrouiller. Ok, ok. Donc c'est intéressant, notamment aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui souhaiteraient venir? Ben, moi, aujourd'hui, si on doit faire un bilan au bout de 3 ans, Hmm. qu'on avait déjà fait au bout de 5 minutes où on a posé le pied sur le sol canadien, c'est que voilà, on avait pris la bonne décision. C'était une certitude. Les conseils, c'est d'être bien préparé, d'être sûr que c'est ce qu'on veut. Il faut trouver les raisons. C'est bien de dire, OK, je veux quitter la vie que j'ai actuellement pour aller en chercher une autre. Mais comment va être la vie, euh, la nouvelle vie que je vais avoir? Est-ce que toute ma famille va accepter ça? Ou est-ce que mon conjoint ou ma conjointe, est-ce que mes enfants vont accepter ça? Est-ce que les gens qui restent aussi en France ou de là où on part vont bien vivre cette situation. Et puis, encore une fois, voilà, pas avoir peur euh, de recommencer à zéro parce que vraiment, c'est fondamental. Il faut bien comprendre que quand on arrive dans un pays, ils n'ont pas besoin de nous. C'est une évidence. Ils nous ont peut-être fait venir en nous disant on allait avoir besoin de gens qui étaient dynamiques, qui étaient qualifiés, mais les postes de travail ici sont remplis. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est dans une province ou dans un pays du tiers-monde. Donc, c'est à nous de faire nos preuves. Et si on est capable de faire ces preuves, là, on pourra évoluer. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup pour cet échange. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager sur ma chaîne YouTube et puis aussi sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir participé à cet échange. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.